Alors, avec un exemple, tout devient très clair. Donc ici, on va tout simplement étudier une poutre sur deux appuis. Et donc, on a la poutre AC qui est représentée ici. Donc, c'est une poutre sur deux appuis qui sont un appui simple en A, un appui rouleau en B. On a une première force F1 qui se situe entre A et B et qui est verticale et qui est située à 1 mètre à la droite de A. Ensuite, on a une deuxième force F2 qui est inclinée de picard en horizontal, donc par rapport à l'horizontale en horlogique, en trigonométrique, dans le sens trigonométrique. Et donc F1, on donne une valeur de 1000 newtons et F2, 500 newtons. Et on demande de calculer les réactions d'appui en A et en B. Alors comment solutionne-t-on ce genre d'exercice? Eh bien, en suivant une méthode très simple, mais qui est rigoureuse. Donc, premier point, c'est qu'on va définir, alors c'est facultatif, hein, comme je l'avais dit dans la petite vidéo qui parlait des conventions, mais voilà, ça n'est jamais un mal de le rappeler. Donc ici, on rappelle la convention, on va établir la convention. Si vous ne le faites pas, c'est que vous suivez celle-ci. Les x positifs vers la droite, les y positifs vers le haut, et les moments positifs dans le sens trigonométrique. Ensuite, eh bien, on pose les réactions d'appui. Et là, c'est bien sûr le type d'appui qui va indiquer cela. L'appui rouleau, on avait dit qu'il n'y avait que les réactions verticales qui étaient reprises. Alors, à ce niveau-ci, on ne se pose pas trop de questions. J'ai eu l'occasion en cours, notamment lors d'un exercice, on avait posé des forces, on ne savait pas trop si on devait les mettre vers le haut ou vers le bas, les réactions. Et puis on a vu que c'était pas très important parce que finalement, on les pose dans le sens qu'on pense, tout simplement, sans trop se poser de questions. Et puis si jamais c'est pas le bon sens, ce n'est pas très grave, quand on calculera, on trouvera une valeur négative et on saura à ce moment-là qu'il fallait l'inverser. Donc, la première des choses, c'est de poser des réactions d'appui. Donc, en B, l'appui rouleau ne reprendra que les réactions verticales. En A, on a un appui simple, et là, on sait qu'elle reprend les réactions verticales et horizontales. Donc, elle oppose des réactions verticales et horizontales. Alors, à ce niveau-ci, je ne me pose pas encore de question de savoir est-ce que j'ai une force d'action horizontale ou pas, est-ce que j'ai un RAX ou pas. On a vu lors des différents exemples que parfois on n'a pas de RAX. Pour l'instant, je ne me pose pas de questions. Je pose mes réactions et puis je verrai bien. S'il n'y a pas d'action, ben je trouverai que RAX est égal à 0 et c'est tout. Mais je ne l'oublie pas. Surtout, il ne faut pas ne pas le mettre parce que, effectivement, à ce moment-là, on risque de prendre une mauvaise habitude et de l'oublier par la suite. L'étape suivante, ben, ça va être de décomposer. Donc dans ce cas-ci, j'ai une force oblique. La force F2 est inclinée de picard, donc soit 45 degrés en degrés. Et là, je dois absolument décomposer. Alors comment fait-on? Ben, tout simplement, on fait ceci. On va faire finalement un petit peu de la trigonométrie. C'est comme si j'avais un triangle rectangle où on a F2Y et F2X qui sont les deux côtés de l'angle droit et F2 qui est l'hypoténuse. Alors, là j'ai mes règles de trigonométrie, je ne vais pas les revoir, mais qui me disent que tout compte fait, F2X c'est quoi? Eh bien c'est la longueur, c'est le module, c'est l'intensité, c'est ça les deux fois petites barres verticales que vous voyez à côté de F2, c'est F2 fois quoi? Bien, tout simplement cosinus de Picard. Donc ça, bien sûr, n'oubliez pas de mettre votre machine en radian, sinon ça vous donnera des valeurs tout à fait bizarroïdes. On avait vu dans l'énoncé que la longueur, donc le module du vecteur F2 était de 500, et le cosinus de Picard, c'est égal à 0,707, ce qui fait environ 354 newtons si j'arrondis. Alors, avec Picard ou 45 degrés, ce qu'il y a de chouette, c'est qu'on va le vérifier, mais en fait, f de y est exactement la longueur du vecteur f de y est exactement égale à la longueur de f de x. En effet, puisque sinus
Picard est égal à cosinus Picard égale 0,707, ou encore racine de 2 sur 2. Hein, ça fait partie, petit rappel, on avait vu ça en trigonométrie, que notamment le cosinus et le sinus de 45 degrés, c'était racine de 2 sur 2. Voilà, ça faisait partie des sinus et des cosinus un peu remarquables. Donc on a 500 fois 0,707 et on retrouve bien évidemment de nouveau environ 354 à l'arrondi près. Alors, je remplace ma force oblique, hein, c'était bien ça le but, puisque c'est un peu compliqué, je vous avais dit, si on veut travailler avec la force oblique directement, ça demande des outils mathématiques que vous ne maîtrisez pas encore. Alors on a une solution qui est de dire je ne sais pas résoudre, mais ça c'est plutôt embêtant pour vous, parce que comme il y a des alternatives, vous risquez de prendre un 0, hein, l'argumentation ne sera pas recevable bien sûr lors d'une interro, mais donc voilà, soit on ne résout pas, mais c'est embêtant, soit on applique voilà, cette petite alternative qui est de dire je vais essayer de n'avoir que des forces qui sont parallèles à Y ou à X. Et voilà mon système de force qui est établi. Mais à partir de ce moment-là, je peux enfin commencer à vérifier mes conditions d'équilibre. Or, mes conditions d'équilibre, en translation, c'est que la somme des forces soit égale à 0. Simplement, j'ai dit, effectivement, si j'ai des forces horizontales et verticales, c'est à la fois un petit peu embêtant de ne travailler qu'avec des forces obliques, donc c'est un peu embêtant à cause de l'outil mathématique qu'on ne possède pas encore. Et donc, je peux passer par un subterfuge, je dis que la somme des forces suivant x est égale à 0, et la somme des forces suivant y est égale à 0. Je rappelle qu'on fait de la statique dans le plan. Donc si je devais faire de la statique dans l'espace, je dois rajouter que la somme des forces suivant z est égale à 0 également. Alors je fais mon calcul de la somme des forces suivant x égale à 0, et là je pose, et donc je pars de gauche à droite. Or, ça c'est pas très grave, moi j'applique ça régulièrement. Dans tous les exercices, j'ai toujours commencé de la gauche vers la droite. Maintenant, si vous voulez le faire de la droite vers la gauche, il n'y a pas de problème, mais essayez d'être rigoureux. C'est-à-dire qu'une fois que vous appliquez une méthode, tenez-y vous, de manière à pouvoir la répéter, ne jamais oublier. Commencez à partir de la gauche, au milieu, en droite, en bas, en haut, et d'alterner un petit peu. C'est la meilleure manière d'oublier une force quelque part. Donc soyez rigoureux. À un moment donné, décidez si vous allez de la droite vers la gauche ou de la gauche vers la droite, peu importe, du haut vers le bas ou inversement, mais de toute façon, il faut que vous fassiez une chose de manière rigoureuse, c'est de ne rien oublier, donc toujours suivre la même méthode. Donc ici, je fais de la gauche vers la droite, et la première force horizontale que je rencontre, c'est RAX. Alors RAX vers la droite, comme ma convention me dit que quand je vais vers la droite c'est plus, je mets RAX, je note pas le plus bien entendu, hein, c'est implicite. Et puis je continue à me balader, donc RAY n'étant pas horizontal, je n'y fais pas attention, F1 étant pas horizontal, je n'y fais pas attention non plus, RBY n'étant toujours pas horizontal, je passe. F2Y, toujours pas horizontal, je ne m'arrête pas, et je tombe sur F2X, et là, effectivement, F2X est horizontal. Maintenant, F2X va vers la gauche, donc il y a un moins. Donc, RAX moins F2X, et puis, il n'y a plus d'autre force, je peux écrire égale 0. Alors, si je veux développer ça un petit peu, ben, tout simplement, je ne vais pas l'expliciter ici, hein, ce n'est pas le cas, c'est pas le propos, c'est que RAX égale à F de X, et puis ben, j'ai calculé que F de X était égal à 354 Newton, donc je sais que RAX est égal à 354 Newton. Bon, ok, j'ai établi la valeur de RAX, ça c'est 1. Ensuite, je fais la somme des forces suivant y égale 0. RAY plus RBY, hein, donc là je fais de nouveau la même chose, je commence à prendre mes forces et je vais à ce moment-là les
les noter. Alors, RAX a déjà été traité, donc RAY positif puisque vers le haut, RBY positif puisque vers le haut, et puis on a F1, alors je vais me rajouter Y, mais c'était pas tout à fait nécessaire, hein, puisqu'on n'a que F1, négatif puisqu'il va vers le bas, et F2Y négatif puisqu'il va vers le bas, et puis comme je n'ai pas d'autre force verticale, c'est égal à 0. Ensuite, je vais mettre toutes mes inconnues, hein, je connais F1 ou F1Y et F2Y, et donc à partir de ce moment-là, je vais placer toutes mes inconnues d'un côté, RAY et RBY, et tout ce qui est connu de l'autre, et donc, bien sûr, par la règle que tout terme qui change de membre change de signe, eh bien, F1Y et F2Y deviennent positifs, donc RAY plus RBY égale F1Y plus F2Y. Je remplace les valeurs, enfin les F1Y et F2Y par leurs valeurs, et donc j'obtiens que RAY plus RBY égale 1000 plus 354, et donc j'ai trouvé que RAY plus RBY égale 1354 newtons. Ok. Arrivé là, c'est embêtant parce que forcément j'ai deux inconnus. Alors une équation avec deux inconnus, on ne sait pas résoudre. On ne peut pas résoudre, on a un ensemble de solutions possibles, ça oui, mais c'est tout. Alors, comment faire pour aller plus loin? Eh bien, c'est de vérifier l'équilibre en rotation. Alors, quand je vais faire l'équilibre en rotation, je choisis un point, et là, judicieusement, j'ai eu l'occasion de le développer en long et en large en classe, mais judicieusement, il faut que je choisisse un des points par lequel passe une de mes inconnues. Alors, idéalement, A ou B dans ce cas-ci, et j'ai choisi pour l'exemple de prendre le point A. Donc, je dis là au-dessus, la somme des moments suivant le point A doit être égale à 0. Et je commence à écrire, eh bien, RAX, et je rappelle que la distance entre un point et un vecteur, c'est tout simplement la perpendiculaire tracée du vecteur, de la direction du vecteur au point. Donc, dans ce cas-ci, vu que RAX passe par le point, sa distance vaut 0. La même chose pour RAY. RAY passe par le point, donc ça vaut 0. Ensuite, j'ai F1 qui est à 1 mètre, donc c'est moins F1. Pourquoi? Parce que si je prends comme point pivot le point A, et qu'en l'absence de toute autre force, je regarde un petit peu, F1 a tendance à faire tourner mon système dans le sens horlogique, anti-horlogique, il a tendance à faire tourner dans le sens horlogique. Si j'avais, en l'absence de toute autre force et de toute autre résistance, je fixe mon point A comme étant mon point pivot, eh bien, je vais tourner dans le sens horlogique. Donc c'est un sens négatif. C'est pour ça que j'ai moins F1 fois 1. Ensuite, j'observe RBY, et RBY est égal, RBY fait tourner mon système, donc en l'absence d'autres forces, a tendance à le faire tourner dans le sens trigonométrique, donc il est positif. Et la distance, ben, elle est de 2 mètres, puisque c'est 1 mètre plus 1 mètre, c'est bien sûr par rapport au point A. Donc par rapport au point A, c'est bien 2 mètres. Et ensuite, j'ai F2Y, qui est tout simplement, lui, a tendance à faire tourner mon système dans le sens horlogique, donc moins F2Y fois, à ce moment-ci, 3 mètres, puisque je suis éloigné de mon point A de 3 mètres. Alors, je ne l'ai pas noté, c'est une erreur, je le corrigerai pour la prochaine fois, mais en réalité, il faudrait que j'écrive aussi F2Y fois 0, puisque F2Y passe également par le point 0. Alors quand je simplifie tout ça, hein, mon équation se simplifie, puisque chaque fois que ma force est égale, est multipliée par 0, elle vaut 0. Et donc, effectivement, à ce moment-là, il me reste que F1Y fois 1 plus RBY fois 2 moins F2Y fois 3 égale 0. À ce moment-là, bien sûr, le but du jeu, c'est de remplacer les valeurs qui sont connues, dont on maîtrise la valeur
On les remplace, donc les f1 et f2 par leur valeur. Il me restera f1 fois 1 plus rby fois 2 moins 354 fois 3 égale 0. Et donc à ce moment-là, je peux mettre que rby égale à 1000 fois 1 plus 354 fois 3 divisé par 2. Et là, quand j'exécute, enfin quand je calcule ça, je trouve que ça fait 1031 newtons. Et ça, c'est ma deuxième solution. J'ai trouvé RBY. Il ne me reste plus maintenant qu'à injecter cette valeur de 1031 newtons dans ma fameuse équation que j'avais trouvée. RAY plus RBY égale 1354. Et donc RAY plus 1031 est égal à 1354. Donc de nouveau, je remets mon inconnu en évidence. Donc RAY égale 1354 moins 1031. Et il me reste RAY égale 323. Voilà, j'ai enfin trouvé toutes mes valeurs, toutes mes réactions. Et il ne me reste plus qu'à voir un petit peu la synthèse de méthode. Donc, tout d'abord, on avait fait quoi? On avait établi la convention. Celle-là, elle est facultative. Ce point-là est facultatif puisque, comme je l'ai dit, si on utilise la convention en classe, qu'on utilise en classe, elle n'est pas obligatoire. C'est uniquement si vous voulez changer de convention. Donc ça, c'est la première des choses. Ensuite, on va poser les réactions d'appui. Donc on avait placé les RA, X, Y, les RBX, Y suivant le type d'appui. Dans ce cas-ci, on n'avait que du RAX et du RAY et que du RBY. Mais si on inverse les types d'appui, on pourrait avoir tout à fait autre chose qui se présente. On pourrait avoir que du RAY et de l'autre côté du RBY et du RBX. On verra ça dans les quelques exercices qu'on fera par la suite. Alors décomposer les vecteurs, si nécessaire, forcément, ça c'est si j'ai des vecteurs obliques. Donc si je n'ai pas de vecteurs obliques, ça, bien sûr, c'est aussi un point que je peux passer. Je ne suis pas obligé de m'y arrêter puisque je n'ai pas besoin de les décomposer. Alors je calcule là les réactions suivant l'axe X. Je cherche l'équilibre en translation, bien sûr, suivant X. Et ça me donnera une solution ou une équation. Ça dépend. Une. Alors, en général, on va calculer les réactions suivant l'axe Y, ce qui est toujours l'équilibre en translation, mais suivant l'axe Y dans ce cas-ci. Et là aussi, on va trouver une solution ou une équation. Alors dans ce cas-ci, il restera deux réactions inconnues, alors c'est assez fréquent. Et c'est pas du tout dû au fait qu'on ait utilisé deux forces. Ça ne change rien. On l'a fait avec une seule force et vous avez pu constater qu'il y a quand même deux réactions inconnues. Et ça, c'est embêtant parce qu'on est bloqué. Donc, de toute façon, en mathématiques, vous avez dû voir qu'une équation avec deux inconnus, on ne sait pas résoudre. On est obligé d'avoir un système d'équations non trivial pour pouvoir résoudre ça. Donc, on va calculer là les réactions, mais dans ce cas-ci, c'est là, suivant le moment. Et là, c'est l'équilibre en rotation. Et il n'y a plus qu'une inconnue, une solution de l'équation, puisque on va trouver, dans notre exemple, c'était le RBY. Eh bien, il ne nous reste plus qu'à injecter la solution 3 dans l'équation 2, et on va calculer la dernière inconnue, et c'est tout. Et voilà. Alors, il restera la conclusion à faire. Alors, la conclusion, en général, c'est simplement de redéfinir, de réécrire tout simplement les réactions, donc de dire que RAX est égal à autant, RAY est égal à autant, RBY est égal à autant, ou RBX, si RBX existe, et RAY n'existe pas à ce moment-là, les deux ne peuvent pas exister. Maintenant, une petite particularité peut se présenter, c'est dans le cas où je trouverai une solution négative. Alors la solution négative impliquerait que je dois tout simplement inverser mon vecteur, et là il est préférable de
de redessiner tout simplement le graphique, mais en posant les vecteurs dans le bon sens, et à ce moment-là, de ne pas oublier quand je noterai la valeur à côté du vecteur, de noter la valeur en positif, bien sûr, puisqu'on inverse le vecteur, alors cette longueur devient positive. Voilà. Eh bien, bon travail!